Il a neigé beaucoup, là, il n'y a pas longtemps. Et puis, ça a fondu aussi très rapidement. Donc, il y a eu énormément de neige d'un coup. La fonte, tout de suite, est arrivée derrière. Et puis, l'eau, les prés, de toute façon, étaient déjà gorgés d'eau parce qu'il avait beaucoup plu. Donc, plus la fonte des neiges, ça fait monter le niveau de l'eau très, 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 très rapidement, quoi. Alors, on arrête bien le feu, mais on n'arrête pas l'eau. Hein. Mais nous, ça va faire 22 ans qu'on est ici. On n'a jamais vu ça comme ça. Hein. Jamais, jamais, jamais. Hein. On a déjà eu des inondations. Au début, on en avait à peu près 2 par an. Et puis maintenant, on en a toute l'année. Et c'est pas normal. Au fil des années, les rivières s'écoulent paisiblement, en façonnant les paysages qu'elles traversent. Elles creusent leur lit là où le sol le permet, ou bien contournent les obstacles lorsqu'ils s'avèrent trop importants. En dépit des apparences, la force d'un courant peut être colossale, même si l'énergie qu'il véhicule s'équilibre sans arrêt et en fait généralement une rivière tranquille et accueillante. Arrachant ici des matériaux de la berge pour dissiper cette énergie, et en déposant là où le courant est plus faible, elle modifie constamment son chemin. Ainsi, ces méandres se transforment sans cesse, et son tracé lui-même peut quelquefois radicalement changer. Le plus souvent, cette métamorphose s'opère à l'insu de tous les êtres vivants qui la côtoient, à un rythme qui n'est pas celui de l'échelle humaine. Car le temps, qui lui aussi s'écoule, est son meilleur allié. Depuis toujours, l'homme s'est rendu compte des richesses que les rivières pouvaient lui apporter. De l'eau propre renouvelée en permanence, mais aussi de la nourriture. Un moyen naturel de transport, de déplacement et de communication. Et depuis peu, une source d'énergie perpétuelle. De multiples villes et villages se sont établis sur leurs rives. Progressivement, l'objectif impossible de maîtriser ces indomptables sauvageonnes est devenu de plus en plus tentant, dans un monde moderne qui refuse d'être perturbé par celles qui ont toujours existé, les inondations. L'urbanisation en zone inondable a plusieurs origines, enfin plusieurs raisons. Historiquement, l'homme s'est toujours implanté de préférence dans les vallées alluviales ou proches des cours d'eau. Notamment parce que pour lui c'était une source d'énergie hydraulique, et puis c'est dans les grandes vallées alluviales qu'on trouve des terrains particulièrement fertiles. Donc ça remonte à une époque où on se rapprochait de la rivière pour de nombreuses raisons, et où on savait un petit peu mieux anticiper et se prémunir contre ces crues, on savait mieux vivre avec la rivière. Par le passé, afin de tenter de se prémunir des crues, d'importants travaux de génie civil ont été réalisés. En 2010, il y a eu, on va dire, des prémices d'inondation, mais bon, sans grande gravité, si on les compare à celles de 1953 notamment. Le 10 juin 1953, vers la banque actuelle, la Banque de France, eh bien, les gens passaient les rues avec des barques. Bon, après, il y en a eu d'autres, notamment en 86, où le plan Orsec a été déclenché, qui ont été beaucoup moins spectaculaires. Il ne faut pas oublier que Vesoul est situé sur une zone marécageuse. En plus, Vesoul est traversé par différents cours d'eau qui contribuent justement à accentuer ces effets d'inondation. Et au XVIe siècle, par exemple, Vesoul était enserré entre 2 poches d'eau assez importantes. 2 poches d'eau qu'on appelait une l'étang de Question, qui se trouvait sensiblement au-dessus de la rue Saint-Georges, à l'intersection de la rue Saint-Georges et de la rue Baron-Bouvier,
et l'étang du Breuil. L'étang du Breuil où se trouve actuellement la rue du Breuil. Tout ça, c'était des zones très marécageuses. Hein. Et ces zones-là ont été plus ou moins assainies à partir du XVIIe siècle. Ensuite, après, plus près de nous, bien sûr, tout le monde connaît les travaux qu'a lancés notamment Pierre Reynet pour redresser les méandres et canaliser le Durgeon. On a vu apparaître aussi un assainissement de la zone de l'îlot des Bains. Dernièrement, on a vu le passage sous voie qui lui posait beaucoup de problèmes de circulation, qui a été justement effectué pour empêcher donc tous ces problèmes. Alors bien sûr, bon, c'est l'ère Reynet qui a lancé tout ça. Après, il y a Pierre Chantelat qui a suivi, et puis bien sûr l'équipe d'Alain Joyandet, notamment qui a eu la lourde charge d'effectuer les travaux sous le passage à niveau. Si ces travaux de grande envergure ont permis de rendre Vesoul moins vulnérable aux inondations, ils n'ont toutefois pas réussi à protéger complètement la ville. En effet, la cité vésulienne se situe à l'interface entre les zones amont, plus pentues, et la plaine de Vèvres, relativement plane. Les écoulements venus des versants se concentrent en ce point, qui forme un véritable nœud hydraulique, recevant les eaux du Durgeon, de la Colombine, du Batard, mais aussi de la Méline et plus largement de la Vaugine. Lors d'une inondation, le relief joue un rôle considérable dans les temps de concentration des eaux de ruissellement, plus dans les vitesses atteintes par les écoulements en direction de l'aval. Arrivée dans les plaines, où les pentes sont plus faibles, l'eau progresse lentement et la rivière gonfle de plus en plus. C'est la crue. Ces caprices de la nature n'auraient toutefois que peu d'incidence si le lit majeur, c'est-à-dire sa zone d'expansion naturelle, n'était pas urbanisé. De ce fait, les inondations, qu'elles aient été prévisibles ou surviennent de façon inattendue, ont presque toujours un caractère inéluctable, contre lequel il est bien difficile de lutter. On a 3 types de crues, les crues du Durgeon, les crues de la Colombine et les crues du Frépuy. Et selon qu'on a une crue l'une après l'autre, on arrive à les absorber. Si les 3 arrivent en même temps, là on aura un problème. Mais jusque-là, même des crues importantes, en drainant, on a chaque vague de crues de chaque rivière qui arrive et qui passe l'une après l'autre. Et donc on a limité le risque au minimum. Dans certaines conditions, à l'occasion de fortes pluies, et plus particulièrement sur les sols gelés, enneigés ou déjà gorgés d'eau, les ruissellements entraînent de fines particules de terre. Les rivières gonflent rapidement et quittent leur lit habituel, qu'on appelle lit mineur, devenu trop étroit. Leur débordement vient alors occuper le lit majeur, avec des conséquences qui prennent parfois des allures de catastrophe. Les eaux coupent les voies de communication et empêchent les secours d'intervenir. Elles se répandent et s'infiltrent partout, dans les sous-sols, les caves, les garages, les parties habitées, les entreprises et les commerces. C'est en 84 qu'on a inondé. Et quand on est arrivé, on avait de l'eau qui allait jusqu'à la propriété devant. Et puis on n'a pas pu rentrer. On était inquiets parce qu'on avait le chauffage électrique qui marchait. Et on avait peur d'un court-circuit ou que quelque chose se passe. Alors on a prévenu les pompiers. Les pompiers sont venus et ont mis mon mari sur leur dos pour rentrer, parce qu'il y avait un tel courant qu'il leur était impossible de mettre un bateau de caoutchouc pour venir dans la maison. Ils sont donc venus comme ça, en marchant avec mon mari sur le dos. Et on a eu 1,30 m d'eau. J'ai mon permis de construire et dessus, il est marqué zone non inondable. zone non inondable.
L'établissement a vécu 3 inondations, une en 1982 où en fait l'eau, d'après ce que j'en sais, est arrivée rapidement dans l'établissement et l'ensemble des résidents du niveau du rez-de-chaussée ont été évacués à l'école normale de Vesoul. La deuxième inondation a eu lieu en 1999 où là l'eau serait arrivée par le stade nucléaire de Coubertin. Elle serait arrivée après de fortes précipitations sur plusieurs jours et en fait elle serait arrivée par vagues successives dans l'établissement. Et la troisième inondation a eu lieu en 2000 en fait, où là l'eau est arrivée suite également à des pluies soutenues et incessantes sur plusieurs jours. Elle est arrivée par le Cora qui aurait été lui inondé avec les 100 logements. Donc là, elle est arrivée par une seule vague assez forte. Donc il y a eu 80 cm d'eau dans l'établissement pendant 48 heures. Et là, donc des résidents de nouveau, 22 résidents ont été évacués vers d'autres établissements extérieurs. Toutes les portes du bâtiment sont répertoriées. Chaque porte est équipée avec ce type de planche. Alors pour cette porte, il y a 3 planches à empiler les unes sur les autres. Ensuite, on fait un joint d'étanchéité au fond et sur les bords. Chaque planche a été ajustée et régulièrement testée pour les installer en cas de besoin dans les locaux concernés. Pour référence, la dernière inondation a été matérialisée par un trait. Dans ces locaux, on avait environ 30 cm d'eau. C'était la dernière fois où l'eau est rentrée dans ce bâtiment. Ces tuyaux servent en cas d'inondation pour éviter justement la montée des eaux par les siphons de sol. Le principe physique fait que l'eau rentrera dans le tuyau. C'est seulement à partir du moment où qu'elle dépassera la hauteur pour laquelle il est coupé qu'elle rejaillira dans le bâtiment. Mais de toute façon, il sera déjà trop tard parce que le bâtiment sera déjà en sérieuse difficulté. C'était le 13 novembre 2000. L'eau est arrivée par la rue, par le jardin anglais. Elle est arrivée ici. Et moi, j'étais allée garer ma voiture un peu plus loin parce qu'on redoutait cette inondation. Et j'ai vu arriver comme une sorte de vague, comme un mascaret qui est arrivé très très brusquement et qui s'est engouffré dans la descente de garage. L'eau est arrivée et a englouti complètement le sous-sol. Ça a monté au moins de 2 mètres. La hauteur ici, plus environ 15 à 20 cm dans la maison, à l'intérieur de la maison. Mais tout le sous-sol était sous l'eau. Des dégâts très importants, parce que la maison étant située au niveau de la rue et il y a un sous-sol qui se trouve totalement enterré au niveau de la rivière. L'eau avait pénétré dans les cloisons. On avait une cuve de fioul qui s'est renversée. Il a fallu assécher les cloisons, refaire le chauffage parce que la chaudière était au sous-sol, refaire les conduites électriques aussi. Enfin, nous avons été relogés par la municipalité pendant 7 mois parce que la maison était totalement inhabitable. Il a fallu la refaire complètement. Je suis arrivée en poste donc, depuis le 1er janvier 2010, donc j'ai eu effectivement la grande surprise de voir arriver l'eau donc, au point Habitat Jeune. Donc effectivement toute la baie était gorgée d'eau, tout le parking du Fage, toute l'entrée, les bâtiments, les chambres, les cuisines, les bureaux. Donc il y avait bien 10-15 cm un petit peu dans tous les bureaux, dans tous les lieux effectivement communs. Ce qu'on peut dire, nous, effectivement, par rapport aux dégâts, c'est voilà, beaucoup d'infiltration dans les murs, beaucoup de dégâts matériels par rapport au matériel de cuisine ou des choses comme ça. La perte la plus importante, c'est qu'effectivement, on n'a pas pu servir et ouvrir le restaurant cette journée-là. J'ai toujours connu des inondations affrontées, sur ce terrain-ci en particulier, du fait, à mon avis, du débordement de la Colombine, et on disait toujours à partir du moment où Frépuy crachait.
Il y avait des inondations extrêmement fréquentes jusqu'en 2002, puisque la dernière grosse inondation que j'ai connue ici, c'était la fin de l'année 2001, début 2002. Et à partir de ce moment-là, on a été à peu près tranquille pendant une dizaine d'années. La cause des inondations, parce que moi j'en ai connu qu'une, celle de cette année. Effectivement, le Frépuy, enfin le crachat du Frépuy en est une, mais il y a aussi la fonte des neiges qui cumulait effectivement l'arrivée de pluies abondantes, effectivement les sols étant mouillés. Hein. Je pense qu'effectivement la neige cumule à la pluie. La terre n'a pas pu absorber ce cumul de pluie qui arrivait d'eau. Il y a à peu près 15 ans de ça, on n'avait que 2 inondations. Hein. Maintenant, on en a quand même toute l'année, tout le temps. Dès qu'il pleut, l'eau monte très rapidement parce qu'ils ont enlevé toutes les souches qu'il y avait au bord des rives. Et c'est embêtant parce que du coup, l'eau, au lieu de rester un petit peu prisonnière avec les souches, les arbres, ma foi, elle monte. Et puis bon, nous, on a perdu énormément de terrain. Hein. On a perdu 3 mètres de terrain en largeur, tout est tombé à la rivière et on peut pas, normalement on doit nous restituer le bien qu'on a payé, on a acheté une maison avec un terrain et notre terrain il fout le camp à l'eau, donc on voudrait bien le récupérer et c'est pas facile parce qu'on est en bisbille avec l'administration depuis pas mal d'années et ça fait 7 expertises qu'on fait, bien entendu c'est pas aux frais de la princesse, hein. Et puis voilà, on attend quoi. Est-ce que vous pouvez ouvrir notre portail, s'il vous plaît? Vous allez avoir de l'eau jusqu'à mi-cuisse, non? Je sais pas que ça monterait autant, madame? Ah bah, non, mais j'étais pas habituée, moi je ne savais pas. Et comment voulez-vous que je sache? Je l'ai acheté il y a eu 1 an au mois de novembre. Étant donné la vulnérabilité de l'agglomération de Vesoul face aux inondations, un plan de prévention des risques inondations a été approuvé par arrêté préfectoral en 2008. Sur la base d'une cartographie des zones à enjeu et des zones à risque, ce document émet un certain nombre de recommandations à destination de la collectivité, mais aussi à destination des particuliers. Ce document a un impact fort sur les choix d'urbanisation que la collectivité est en mesure de faire, afin de ne pas à nouveau construire des habitations dans les secteurs inondables. Cette réglementation impose aussi aux personnes qui souhaiteraient vendre une maison d'informer les acquéreurs potentiels que l'habitation en question se situe ou non en secteur inondable. Le principal outil de prévention des inondations, c'est le PPRI, donc le plan de prévention du risque inondation, qui est un outil élaboré par l'État et qui, à l'échelle d'un territoire communal ou d'un cours d'eau, s'impose aux documents d'urbanisme et définit les zones non constructibles ou constructibles sous conditions. Et c'est donc un outil essentiel pour la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable. Dans tous les cas, il faut bien garder à l'esprit que ces aménagements ne sont jamais en mesure d'assurer une protection infaillible et donc le risque zéro n'existe pas. Le témoignage des riverains qui ont subi les inondations est indispensable pour mieux comprendre le fonctionnement des crues. C'est donc important que les élus, les techniciens puissent écouter les riverains qui ont été les premiers témoins du passage de l'eau afin de mieux comprendre comment cette eau se comporte, par où elle passe, à quelle vitesse et quelles sont ses conséquences sur les propriétés des personnes. En tant qu'élus, nous sommes chargés de la protection des biens et des personnes. C'est donc important d'avoir un contact direct avec ceux qui ont vécu ces événements pour mieux les comprendre et mieux les anticiper. Dans le cas d'inondations sur le bassin vésulien, on intervient en milieu hostile principalement déjà pour secourir les personnes et puis également en simultané ou dans un deuxième temps, puisque ce qui est recommandable c'est de sauver des vies, c'est également la protection des biens avec une petite particularité, c'est que
les gens oublient peut-être trop souvent que dans les biens, on a également les animaux domestiques. Et nous sommes également dans une zone, certes urbaine pour Vesoul et son agglomère, mais également aux alentours sur des zones rurales où beaucoup de troupeaux, de bovins, ovins, etc. pâturent dans la campagne. Et effectivement, c'est également dans nos missions, et c'est ce qu'on rencontre régulièrement, faire des sauvetages d'un niveau, en plus de la protection des biens des habitants du bassin vésulien. Les gens qui nous appellent déjà les premiers, qui prennent l'eau en premier sur la ville de Vesoul, c'est au niveau du pré des Angles. C'est un indicateur pour nous, en vérifiant le niveau du Durgeon à ce niveau-là, et par capillarité, au niveau, au fur et à mesure que le Durgeon monte, au fur et à mesure le pré des Angles aussi monte. Il y a beaucoup d'habitations, beaucoup d'habitants, en sachant qu'il y a plusieurs immeubles. Et sur ce niveau-là, on peut avoir 1 mètre à 2 mètres d'eau en moyenne, et sans qu'une inondation majeure se passe sur Vesoul, mais il y a un impact réel quand même au niveau des habitants. Ce qui veut dire qu'il faut évacuer tout ce qui est, je parle au niveau des garages, des voitures, tout ce qui est car. Il faut éviter de mettre des produits qui ont de la valeur, parce qu'au bout de 2-3 jours de pluie, même pas, voire 2 jours de pluie, ça suffit largement pour inonder cette zone. Et là, il faut qu'on soit soucieux aussi à notre niveau, parce qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous. Certainement, il va falloir créer des passerelles entre la partie sèche et la partie humide, pour que les gens puissent aller à leur travail, puissent aller s'alimenter simplement, ou aller voir simplement également chez le médecin. Et à ce que les secours puissent aussi intervenir. Donc on mettra à disposition des embarcations avec des plongeurs et une coopération aussi avec les services de la ville de Vesoul, eux qui vont mettre des parcelles. Donc au sein du service nautique, on est 23, 15 personnels spécialisés également dans le risque subaquatique et 8 personnes spécialisées dans le risque aquatique, et tout le monde est formé à la spécificité risque inondation. Il faut savoir que la première chose qui arrive quand des caves ou des garages sont inondés, c'est que des cuves à fioul qui ne sont pas pleines ou même pleines, puisque le fioul est plus léger que l'eau, et bien si la cuve n'est pas amarrée, ça entraîne derrière des pollutions terrestres et aquatiques qui rentrent pleinement dans le champ de nos missions. Et puis si on se projette au début des années 80, c'était déjà la préoccupation des Vésuliens et du bassin vésulien, parce que toute la zone du Pont-Archer, la plaine de Froté, les prés des Angles pour aller jusqu'à la maison des combattants, c'est des interventions qu'on a traitées depuis, enfin en tout cas nous, depuis le début des années 80. Et c'est vrai qu'il y a guère, alors nous on n'est pas là pour anticiper ce qu'il y a à faire, on est là pour intervenir, mais c'est des interventions qu'on traite depuis des années. Alors des choses ont été développées, comme par exemple des capteurs qui ont été mis en place, qui sont surveillés depuis l'usine des eaux à Vesoul, et dont on a également l'accès informatique. Donc c'est vraiment des aides, nous, à la décision pour anticiper l'activité opérationnelle. Mais en tout état de cause, en tout cas nous chez les sapeurs-pompiers, autant on a trouvé des solutions pour éteindre le feu, autant on n'a encore pas trouvé de solution pour arrêter le feu. Lorsqu'il y a risque d'inondation, on a un système depuis une dizaine d'années de sondes de niveau qui permettent de suivre les rivières, à la fois sur le Durgeon et sur la Colombine, dans Vesoul et en amont de Vesoul. On a une convention avec Météo France pour un suivi des radars Météo France, et aussi on suit les niveaux de la Saône qui peut faire un barrage en aval de Vesoul et réduire l'élimination de l'eau. En parallèle, on se coordonne avec la communauté d'agglomération pour ouvrir les barrages et drainer le maximum d'eau. Ensuite, donc, on suit les niveaux des rivières, on a des codes d'alerte, et là on déclenche la réunion d'une cellule de crise à la fois constituée d'élus, de techniciens, de responsables. Et en fonction de l'évolution, si par exemple on a une augmentation de 20 cm à l'heure et qu'on est à 3 heures du débordement, et bien là on déclenche l'automate d'appel qui va appeler les 400 et quelques personnes qui se sont préenregistrées, qui ont donné leur numéro de téléphone. C'est un appel automatique, en moins d'une demi-heure, les gens sont contactés par un message préenregistré qui les informe du risque et qui doivent mettre en sécurité leurs biens. Et on prépositionne du matériel, on interdit les stationnements dans les zones inondables, et on suit avec aussi le cadre de permanence le niveau en rivière, plus les personnes sur le terrain. Et ensuite, eh bien, quand l'inondation est là, là il n'y a plus grand chose à faire, hormis aider ponctuellement les gens. Et jusque-là, ça a permis d'absorber les 3
4 risques d'inondation qu'il y a eu, dont celui de décembre 2010 qui a été particulièrement important. Depuis les crues de 99 et 2000, la communauté d'agglomération, anciennement le district urbain de Vesoul, a souhaité mettre en place une surveillance des lieux habités et des lieux situés en amont de l'agglomération pour pouvoir obtenir des informations fiables et utilisables par la cellule de crise de la mairie de Vesoul. Ces éléments en effet permettent à la ville de Vesoul de déclencher les automates d'appel, mais également de déclencher les moyens et les services nécessaires à l'assistance à la protection des personnes. Et en parallèle, nous avons aussi également des moyens qui peuvent être mis à disposition des services de secours, entre autres les moyens de la base de voile, pour d'éventuels secours à personnes sur les secteurs fortement inondés. Sur ce cours d'eau, donc, nous avons une sonde identique aux 8 sondes qui se trouvent disséminées un petit peu sur la Colombine, sur le Durgeon et sur le Bâtard. Le système est relativement simple. À la base de cette tuyauterie, nous avons une sonde. À la base de cette sonde-là, il y a une membrane qui va se déformer suivant l'amplitude, c'est-à-dire suivant la hauteur d'eau qui va s'exercer sur cette sonde. Le signal va être amplifié. Ce signal va être retransmis sur le réseau France Télécom qui, lui, va retransmettre des informations à un terminal qui se trouve à l'usine des eaux. Le personnel va pouvoir accéder à des informations, alors ou quotidiennes, ou éventuellement récupérer des informations beaucoup plus serrées dans le temps, c'est-à-dire voire toutes les 2 heures, voire toutes les demi-heures, suivant les conditions climatiques. Et ensuite, au vu de ces paramètres, les informations vont être transmises aux autorités municipales qui vont, elles, prendre des mesures pour éventuellement lancer l'automate d'appel qui va donc générer des appels téléphoniques chez les particuliers qui sont inscrits donc sur le fichier. Notre service est composé de 10 agents, dont 2 agents en permanence 24 heures sur 24. En ce qui concerne la gestion des barrages, nous intervenons essentiellement en amont, c'est-à-dire quand on a un phénomène pluvieux, nous sommes alertés déjà par le fait du dysfonctionnement dans nos postes d'eau usée. Donc notre agent se trouve automatiquement sur le terrain et peut suivre au mieux la gestion de ces barrages. Celui du barrage du lac entièrement automatique, le barrage qui se trouve derrière moi, dit barrage de Pontarché qui se trouve aussi en automatique, et un barrage qui se situe sur la Colombine, anciennement les locaux Comafran, qui est entièrement manuel. Ces barrages ont une mission de régulation, alors tant en période d'étiage de maintenir un niveau d'eau suffisant de manière que jusque dans le Bâtard qui se trouve en amont on ait encore de l'eau pour les poissons, etc. Et dans le cas contraire, en cas d'inondation, sitôt la moindre montée des eaux, le barrage réagit directement, si bien qu'on n'accumule pas d'eau en amont. Voilà. Quand on a des grandes inondations, le barrage est en premier, ouvert en grand, et l'eau continue à monter malheureusement après. Les dernières crues historiques du Durgeon, de la Colombine et du Bâtard datent d'octobre 1999 et de novembre 2000. Le débordement de ces cours d'eau a touché principalement les communes de Colombier, Coulvon et Vesoul, entraînant des dommages évalués respectivement à 2 500 000 et 2 100 000 euros. À la suite de ces crues, le syndicat mixte d'études et d'aménagement du Durgeon et de ses affluents a entrepris une première étude. Elle visait à définir un programme d'aménagement qui soit en mesure de répondre efficacement aux risques d'inondation sur Vesoul et les communes voisines. Ce programme proposait l'implantation d'un certain nombre de bassins de rétention sur les territoires de localités situés en amont de Vesoul. En cas de forte crue, ces bassins auraient eu pour fonction de retenir l'excès d'eau avant que celui-ci ne s'évacue selon un débit calculé afin d'éviter l'inondation de la plaine vésulienne. Au-delà des emprises financières qu'impliquaient de telles initiatives et des coûts importants de celles-ci, les événements qui surviennent régulièrement dans certaines régions de France ont malgré tout montré notre incapacité à maintenir à long terme, dans un état de fonctionnement correct, ce type d'aménagement. Le projet ne fut donc pas suivi de travaux
et finit par être abandonné en 2005. De nouvelles pistes de réflexion durent alors être engagées. Suite à l'abandon des bassins écréteurs à l'amont de Vesoul, le syndicat du Durgeon a engagé une nouvelle étude en 2009 pour essayer de trouver une nouvelle solution au problème de crue sur l'agglomération. Les nombreuses simulations hydrauliques qui ont été réalisées lors de cette étude ont conduit à la définition d'un certain nombre d'aménagements qui permettraient de résoudre en grande partie les problèmes d'inondation. Parmi ces aménagements, on a notamment la constitution d'un merlon de terre en continu depuis le pont Archer jusqu'à l'aval du jardin anglais, donc pour permettre aux Durgeon, lors des périodes de montée des eaux et de crue, de pouvoir s'étendre sans venir inonder les habitations et les commerces situés alentour. Ce programme d'aménagement a aussi étudié la possibilité d'automatiser le barrage Poincaré, qui aujourd'hui est un barrage manuel, donc dangereux et difficilement manipulable par les services en cas de crue. Et enfin, donc, ce programme a aussi étudié la possibilité d'améliorer l'automatisation du barrage du lac, notamment par la mise en place de nouvelles sondes à l'amont de Vesoul, qui permettrait notamment de pouvoir mieux anticiper l'arrivée de l'onde de crue et donc mieux anticiper notamment la prévention et l'information des personnes qui sont inondées par ces crues. Toutefois, même si le programme des travaux prend pleinement en compte leur intégration dans le site, ceux-ci ne seront pas sans impact sur sa perception paysagère, en particulier au niveau du jardin anglais. En conséquence, le syndicat du Durgeon et la ville de Vesoul se trouvent confrontés à un choix crucial, en ayant à retenir une solution qui, quelle que soit la décision prise, ne fera pas l'unanimité. Quoi qu'il en soit, le SMETA du Durgeon et de ses affluents continue à mener plusieurs études afin de déterminer divers aménagements possibles en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes lors de crues équivalentes à celles qu'on a pu observer dans le passé sur une période comprise entre les 100 et les 50 dernières années. Peu à peu, grâce à nos barrages automatisés, grâce aux différentes sondes qui sont installées sur le linéaire des différentes rivières, nous commençons à mieux connaître le fonctionnement de ces différentes rivières, notamment la conjonction des différentes crues de ces différentes rivières. Et ce qui est important, c'est de pouvoir aussi avertir la population lorsque cette crue arrive. Nous avons mis en place un système de prévention téléphonique où un appel automatique est lancé vers les riverains qui sont concernés par le risque d'inondation. Nous avons aussi mis en place un système de sécurité avec les services techniques qui peuvent réagir très rapidement avec des barques, avec des installations qui permettent de mettre hors d'eau les différents appartements, notamment le foyer logement qui appartient à la ville de Vesoul. Donc un système qui nous permet de mieux connaître le fonctionnement des crues, qui nous permet de réagir par rapport à ces crues. Et un autre élément, c'est aussi les aménagements physiques que nous réaliserons dans la ville de Vesoul. Pas toujours facile, puisqu'il s'agit de mettre en place des merlons de terre, il s'agit de mettre en place des barrières physiques qui permettront de stopper cette vague d'eau. Et parfois, c'est un peu compliqué techniquement de les mettre en place. Mais nous continuons à travailler avec le SMETA sur ce sujet. Mais l'essentiel est de mieux connaître le comportement de nos rivières pour mieux anticiper les conséquences que ces crues peuvent avoir sur la ville et sur l'agglomération. La rivière et ses zones inondables, milieux naturels remarquablement diversifiés, constituent un monde à part, qui obéit à ses propres lois. Elles hébergent une flore et une faune spécifiques, dont les nombreux représentants y vivent selon un équilibre fragile et harmonieux. Comme toutes les espèces qu'elle abrite, l'eau a ses contraintes, ses caprices et ses sautes d'humeur.
Capable du meilleur comme du pire, elle sait être séductrice, douce et reposante, avant de donner parfois libre cours à une fureur dévastatrice. Car des 4 éléments fondamentaux, le feu, la terre, l'air et l'eau, elle reste le plus incontrôlable, mais aussi le plus puissant. Et ces colères se chargent de rappeler aux hommes qu'en définitive, c'est bien souvent la nature qui a le dernier mot.